L'Iran n'a pas abattu les bombardiers, il les a détruits au sol, à 13 minutes. C'est le temps qu'il a fallu pour que 6 missiles balistiques et Barkhan, chacun transportant une ogive pénétrante de 580 kg, conçus spécifiquement pour détruire des abris d'aéronefs durcis, réduisent l'aire de stationnement des B-2 Spirit à Diego Garcia à un champ de cratères, d'incendie de carburant aviation et à 8 milliards de dollars d'aéronefs irremplaçables qui ne voleront plus jamais. Pas un B-2, pas 2, 6. 6 bombardiers furtifs B-2 Spirit représentant 30% de tout l'inventaire restant de B-2 de l'United States Air Force, détruits en 13 minutes sur la seule base au monde que l'Air Force croyait trop éloignée de l'Iran pour qu'un missile balistique iranien puisse l'atteindre. Diego Garcia est un atoll corallien au milieu de l'océan Indien, à 4000 km du point le plus proche du territoire iranien, à 1400 km de la masse terrestre importante la plus proche, l'installation militaire américaine majeure la plus isolée géographiquement sur Terre. La base que les planificateurs stratégiques américains avaient désignée comme principal emplacement d'opération avancée du B-2, précisément parce que sa distance de l'Iran la plaçait hors de portée de tous les missiles balistiques connus de l'arsenal iranien au moment où la décision de déploiement a été prise. Cette évaluation de portée a été mise à jour officiellement pour la dernière fois en 2019. Le programme de missiles de l'Iran, lui, ne s'est pas arrêté en 2019. Il a continué à se développer et l'écart entre ce que l'Iran pouvait atteindre en 2019 et ce que l'Iran pouvait atteindre ce matin s'est refermé silencieusement dans les années entre cette évaluation et le moment où 6 missiles ont frappé la ligne de vol de Diego Garcia. À la fin de cette vidéo, vous allez comprendre exactement quel missile l'Iran a utilisé et pourquoi sa portée représente un saut générationnel au-delà de tout ce que l'évaluation de 2019 avait prévu. Vous allez aussi comprendre ce que le ciblage précis de l'aire de stationnement des B-2 plutôt que de la piste, du dépôt de carburant ou de l'infrastructure de commandement, nous dit sur la précision du renseignement iranien concernant la configuration de Diego Garcia et sur la logique opérationnelle derrière la destruction des avions plutôt que de la base. Vous allez comprendre pourquoi l'expression « la faiblesse à l'intérieur de chaque bombardier furtif » ne concerne pas la furtivité de l'appareil, ni son radar, ni quoi que ce soit qui vole, mais la seule phase de son existence opérationnelle où il est aussi vulnérable qu'un avion de passagers immobilisé à une porte d'embarquement. Vous allez comprendre pourquoi les 18 B-2 restants se réveillent ce matin dans un environnement de menace fondamentalement différent de celui dans lequel ils se sont endormis, et ce que remplacer 6 B-2 Spirit exige réellement en matière de temps, d'argent et de capacité industrielle. Et pourquoi ces 3 chiffres sont pires que vous le pensez ? Commençons par le missile, parce que le missile est la réponse à une question que l'Air Force croyait avoir déjà réglée. Diego Garcia n'est pas simplement une base éloignée. C'est la pierre angulaire de la projection de puissance américaine à travers l'océan Indien, le Moyen-Orient et le Pacifique occidental simultanément. Comprendre sa centralité stratégique exige de comprendre ce qu'elle permet de faire et qu'aucune autre base américaine ne peut faire depuis la même position géographique. L'atoll se trouve au point médian géographique de l'océan Indien, à peu près à égale distance du golfe Persique au nord-ouest, de la mer de Chine méridionale au nord-est et de la côte est-africaine à l'ouest. Depuis Diego Garcia, un B-2 peut atteindre n'importe quelle cible en Iran. N'importe quelle cible dans les provinces côtières de la Chine, n'importe quelle cible dans la péninsule arabique et n'importe quelle cible dans la Corne de l'Afrique. Et il peut le faire sans demander d'autorisation de survol à un pays tiers et sans avoir besoin d'une escale de ravitaillement par avion citerne qui exposerait l'existence de la mission à l'éventail de pays dont l'espace aérien est nécessaire à une chaîne de ravitaillement. Son isolement géographique et son avantage opérationnel. Il n'y a aucun pays entre Diego Garcia et la plupart de ses cibles. On survole l'océan ouvert et on arrive. Les B-2 basés à Diego Garcia pendant ce conflit ne représentaient pas toute la flotte. La base aérienne de Whiteman, au Missouri,
demeure la principale base d'attache du B-2, mais le rayon de combat d'un B-2 opérant depuis Weizmann contre des cibles iraniennes, même avec un soutien de ravitailleurs, ce qui exige de la coordination, une planification et la participation de plusieurs appareils et équipages, est exigeant sur le plan opérationnel d'une manière que le déploiement avancé à Diego Garcia permet de résoudre un B-2 sur la ligne de vol de Diego Garcia, peut être ravitaillé, armé de GBU, 5-7 Massive Ordnance Penetrator et décoller contre une cible profonde iranienne en une fraction du temps et avec une fraction de l'infrastructure de soutien qu'exige une mission partie de Weizmann. Le déploiement avancé, c'est la différence entre une mission de 12 heures et une mission de 30 heures. Dans un conflit où le rythme de génération des sorties compte, cette différence est décisive sur le plan opérationnel. 6B2 était basé à Diego Garcia pour le cycle opérationnel actuel, non dispersé, non placé dans des abris durcis du type qui exigerait une ogive anti-bunker pour être vaincu. Dans les abris d'aéronefs semi-durcis de la ligne de vol principale de Diego Garcia, des structures conçues pour protéger les avions contre la météo, les fragments et la surpression d'explosion d'armes tombant à une distance significative, mais pas conçu pour résister à l'impact direct d'une ogive pénétrante de 580 kg voyageant à Mach 12. La décision de déploiement a placé ces 6 appareils à Diego Garcia en présumant que la distance de 4000 km entre la base et l'Iran la rendait invulnérable à une attaque directe par missile balistique iranien. Cette présomption était le pilier porteur de toute la logique de déploiement. Les B-2 n'étaient pas dispersés parce que la dispersion n'était pas jugée nécessaire. Ils n'étaient pas dans des abris résistants aux explosions parce que ces abris n'étaient pas jugés valoir le coût de construction pour une menace qui n'existait pas. Ils étaient sur la ligne de vol dans leurs abris standards ravitaillés et armés pour les missions du lendemain à 3 H-17 ce matin lorsque le premier missile est arrivé. L'avion le plus coûteux au monde n'a pas été détruit par un adversaire qui a vaincu sa furtivité, ni par un système de détection qu'il a trouvé en vol, ni par un missile qu'il a intercepté dans les airs. Il a été détruit par 6 missiles balistiques qui devaient simplement tomber sur une aire de stationnement. La faiblesse à l'intérieur de chaque bombardier furtif n'est pas électronique, ni aérodynamique, ni tactique. Elle est temporelle. Chaque bombardier, peu importe ses caractéristiques de furtivité, doit se trouver quelque part au sol entre deux missions. Et quelque part au sol, ce n'est qu'un avion. Le missile que l'Iran a utilisé ce matin est le Fatah 2. L'Iran a dévoilé publiquement le Fatah 2 en juin 2023 comme un véhicule planeur hypersonique, un missile balistique qui libère un véhicule de rentrée, manœuvrant au sommet de sa trajectoire, lequel plane ensuite à des vitesses hypersoniques sur une trajectoire de vol abaissée et manœuvrante jusqu'à sa cible. La portée revendiquée publiquement au moment du dévoilement était de 400-200 km. Les évaluations du renseignement occidental situent la portée opérationnelle entre 1000 et 1200 km en tenant compte de l'écart entre performance revendiquée et performance démontrée, un écart courant dans les annonces d'armement iranien. Diego Garcia se trouve à 4000 km du point le plus proche du territoire iranien. Une portée opérationnelle de 1200 km n'atteint pas Diego Garcia. Même l'évaluation publique la plus optimiste de la portée du Fatah 2 était encore à 2800 km de Diego Garcia. L'écart entre la capacité connue et la capacité démontrée ce matin n'est pas une question de raffinement du renseignement. Ce n'est pas une sous-estimation de 10 ou 15% des performances d'un système connu. C'est une portée démontrée de plus de 3 fois le maximum précédemment évalué. Quelque chose dans le développement du Fatah 2 entre son dévoilement public en 2023 et le lancement de ce matin a produit une extension de portée qu'aucune évaluation publique, ni apparemment encore classifiée, n'avait anticipé. La base technique d'une extension de portée de cette ampleur à partir d'un seul modèle de missile exige l'une de 3 choses. Une formulation de propergol fondamentalement plus énergétique, un moteur de premier étage beaucoup plus grand, ou un profil de trajectoire plané abaissé,
qui échange le temps de vol contre de la portée d'une manière que l'analyse standard des trajectoires balistiques ne saisit pas. Le corps de rentrée à véhicule planeur hypersonique du FATA 2 rend la troisième option la plus plausible sur le plan technique. Un véhicule planeur qui atteint une altitude et une vitesse suffisantes à l'extinction du moteur peut prolonger considérablement sa portée par planée aérodynamique en échangeant de l'altitude contre de la distance à des vitesses hypersoniques au-dessus de 60 km d'altitude, là où la traînée atmosphérique est minimale. Si le FATA 2 a utilisé un profil de planée à haute altitude pour étendre sa portée jusqu'à Diego Garcia, les implications dépassent la frappe elle-même de deux façons précises. Premièrement, une trajectoire planée à haute altitude et à vitesse hypersonique fait partie des scénarios d'interception les plus difficiles pour l'architecture de défense antimissile existante. Le Terminal High Altitude Area Defense System THAAD est conçu pour des trajectoires balistiques avec des trajectoires de rentrée prévisibles. Un véhicule planeur hypersonique manœuvrant sur une trajectoire abaissée présente une cible qui arrive plus vite qu'un véhicule de rentrée balistique standard, manœuvre de façon imprévisible en phase terminale et exploite la couture entre le plafond d'engagement du THAE et le plafond d'engagement du Patriot. Diego Garcia héberge des batteries THAAD. Elles n'ont pas intercepté les 6 FATA 2 entrants ce matin. 6 missiles tirés 0 interceptés contre le meilleur système de défense antimissile terminal que les États-Unis exploitent actuellement. L'échec du THAAD à Diego Garcia n'est pas un mauvais fonctionnement. C'est un problème de géométrie d'engagement. Un véhicule planeur hypersonique, manœuvrant sur une chronologie d'approche compressée, arrivant à des angles et à des vitesses hors de l'enveloppe d'engagement contre laquelle le THAAD a été conçu et testé, les intercepteurs n'ont pas cessé de fonctionner. Ils avaient simplement pas de solution. Deuxièmement, une portée démontrée de 4000 km depuis le territoire iranien redessine la carte des menaces pour chaque installation américaine dans la région. Diego Garcia était la limite extérieure de la zone supposée sûre, la base où l'on envoyait ses actifs les plus précieux et irremplaçables parce qu'on croyait qu'elle était hors de portée de l'Iran. Si Diego Garcia est à portée, il n'y a plus de zone sûre. Les bases du Golfe, de la région de la mer Rouge, du littoral de l'océan Indien, de l'Afrique de l'Est, tout tombe dans un rayon de 4000 km depuis le territoire iranien. La géographie du dispositif américain dans toute la région de l'océan Indien et du Moyen-Orient doit maintenant être réévaluée face à une enveloppe de menaces que ce matin a prouvé plus vaste que toute évaluation existante ne le supposait. Le FATA 2 n'a pas seulement détruit 6 avions ce matin, il a détruit la présomption géographique qui protégeait chaque actif américain dans un arc de 4000 km autour de l'Iran. Le titre de cette vidéo avance une affirmation qui exige une justification. Alors justifions-la précisément. La faiblesse à l'intérieur de chaque bombardier furtif américain ne se trouve pas dans son revêtement absorbant les ondes radar, même si ce revêtement est réellement fragile et exige beaucoup d'entretien. Elle ne se trouve pas dans ses systèmes électroniques, même si ceux-ci sont complexes et sujets aux pannes. Elle ne se trouve pas dans son équipage, même si des équipages de 2 personnes lors de missions de 30 heures fonctionnent à la limite de l'endurance humaine. La faiblesse à l'intérieur de chaque bombardier furtif est le ratio entre les heures qu'il peut passer en vol et les heures qu'il doit passer au sol à être préparé pour voler de nouveau. Le B-2 Spirit a un ratio d'entretien par heure de vol parmi les plus élevés de tous les aéronefs opérationnels au monde. Pour chaque heure que le B-2 passe dans les airs, il exige environ 45 à 50 heures d'entretien au sol. Ce chiffre, qui provient de rapports du Government Accountability Office sur la disponibilité opérationnelle du B-2, et qui est un sujet persistant de préoccupation au Congrès depuis l'entrée en service de l'appareil, est principalement attribuable aux exigences de sa surface à faible observabilité. Le revêtement absorbant les ondes radar qui donne au B-2 ses caractéristiques de furtivité est appliqué sur chaque surface extérieure de l'appareil et doit être maintenu selon des tolérances précises. Tout dommage, tout délaminage, toute infiltration d'humidité, toute contrainte thermique liée au vol en altitude dégrade la performance d'absorption radar du revêtement. Après chaque mission, toute la surface doit être inspectée et réparée au besoin avant que l'appareil puisse voler de nouveau avec sa pleine performance furtive intacte.
Le cycle d'inspection et de réparation n'est pas rapide. Une inspection complète de surface post-mission d'un B2 implique une équipe de spécialistes de maintenance à faible observabilité examinant environ 1000 m² de surface revêtue sous des conditions d'éclairage contrôlé, à l'aide d'outils portatifs, de mesures de réflectivité radar pour identifier toute dégradation sous les spécifications. Les zones identifiées sont sablées, recouvertes et laissées à durcir, un processus qui exige des conditions précises de température et d'humidité que le climat tropical de Diego Garcia ne fournit pas naturellement, nécessitant les hangars climatisés qui représentent une fraction importante de l'investissement en infrastructure de la base. Ce que cela signifie en termes opérationnels, c'est ceci. Un B2 qui a atterri à Diego Garcia après une mission de frappe contre des cibles iraniennes, qui a terminé son cycle d'inspection et d'entretien post-mission et qui a été déclaré prêt pour sa prochaine mission, se trouvait au sol, dans un hangar climatisé ou sur la ligne de vol adjacente pendant un minimum de 48 à 72 heures entre les sorties sous un rythme d'opération de combat. 48 à 72 heures immobiles dans un emplacement connu, sur une base qui depuis ce matin se trouve à portée de missiles balistiques iraniens. La furtivité qui rend le B2 presque impossible à tuer dans les airs exige un cycle d'entretien qui le rend complètement immobile au sol pendant 2 à 3 jours entre chaque mission, 2 à 3 jours assis sur une ligne de vol à une coordonnée GPS fixe. Cette coordonnée est visible par imagerie satellitaire commerciale depuis des décennies. Les planificateurs de missions iraniens n'avaient pas besoin de trouver les B2 ce matin. Ils avaient seulement besoin de connaître l'adresse de la base où ils étaient stationnés. Ils connaissent cette adresse depuis que Diego Garcia a été utilisé pour la première fois pour des opérations de B2. Les 6 appareils détruits ce matin n'étaient pas tous entre 2 missions. Selon le moment de la frappe par rapport au calendrier opérationnel des sorties, au moins 2 des 6 étaient en statut d'entretien post-mission, sur vérin partiellement démonté, dans le processus d'inspection et de réparation de surface qui suit chaque vol. Ils n'étaient pas en état de voler. Ils n'étaient pas armés. Leurs équipages se trouvaient dans l'installation d'hébergement temporaire à 600 mètres. Ils n'étaient, dans tous les sens opérationnels, pas des armes. Ils étaient des projets d'atelier qui contenaient chacun 280 millions de dollars de cellules et ils seront plus jamais des projets d'atelier. Les 4 autres étaient dans divers états de préparation de mission, pleins de carburant, armés de GBU, 5-7 Massive Ordnance Penetrator, avec des plans de vol préparés pour le paquet de frappe du matin. Ils étaient à leur moment le plus précieux sur le plan opérationnel, entièrement préparés, à quelques minutes du décollage, ce qui signifie aussi entièrement rempli de carburant. Un B2 entièrement rempli de carburant transporte environ 167 000 livres de carburant aviation JP-8. Lorsqu'une ogive pénétrante de 580 kg détonne à l'intérieur d'un abri d'aéronef contenant un bombardier entièrement rempli de carburant, le carburant n'éteint pas l'incendie. Il le prolonge. Les incendies sur la ligne de vol de Diego Garcia ce matin brûleront pendant des jours. Le communiqué de l'Air Force publié ce matin confirme la frappe, confirme les pertes, décrit l'incident comme une attaque importante. 3 choses qu'il ne dit pas sont plus importantes que tout ce qu'il dit. La première chose que le communiqué ne dit pas est l'état de disponibilité opérationnelle des armes à bord des appareils détruits. 4 des 6 B2 détruits ce matin étaient armés de GBU, 5-7 Massive Ordnance Penetrator, les bombes anti-bunker de 30 000 livres qui constituent la principale charge utile stratégique du B2 dans ce conflit. Une GBU 5-7 est une arme conventionnelle. Elle ne contient pas de matière explosive qui détonne par sympathie lorsqu'elle est soumise au feu et au souffle. Mais les enveloppes de munitions, l'électronique de guidage et les charges propulsives des systèmes de fusée de l'arme ne sont pas inertes. La destruction de 4 bombardiers armés et remplis de carburant dans leurs abris a produit des explosions secondaires et des incendies dont le communiqué ne caractérise pas l'ampleur. Le communiqué ne dit pas si certaines des GBU 5-7 à bord des appareils détruits ont détonné, partiellement détonné ou ont été rendus sûrs par l'impact et le feu. Il dit que des appareils ont été perdus et que l'évaluation des dommages est en cours. La deuxième chose que le communiqué ne dit pas est ce qui arrive maintenant à la campagne de frappe profonde.
Le B2 est la seule plateforme dans l'inventaire américain capable de livrer la GBU, 5-7 contre les installations nucléaires et de production de missiles profondément enterrés de l'Iran. 6 des 20 B2 originaux n'existent plus. Un a été perdu dans un accident au sol à Guam en 2008. Un a été perdu dans l'engagement en Méditerranée orientale, plus tôt dans ce conflit. Il en reste 12. 12 bombardiers B2 Spirit, répartis entre la base aérienne de Whiteman et les emplacements opérationnels que l'Air Force jugera encore viables, après la démonstration de ce matin montrant que Diego Garcia est à portée des missiles iraniens. 12 appareils pour maintenir une campagne de frappe profonde contre l'ensemble de cibles que seuls eux peuvent traiter. Le communiqué ne dit pas si la campagne de frappe profonde se poursuit, s'arrête ou est reconsidérée. Il dit que la situation est en cours d'évaluation. La troisième omission est celle qui projette l'ombre stratégique la plus longue, et c'est le chiffre qui explique pourquoi la perte de ce matin n'est pas un revers dont le programme B2 peut se remettre. La chaîne de production du B2 a fermé en 1997. Northrop Grumman, le fabricant du B2, a fourni une estimation publiquement disponible du coût et du calendrier nécessaires pour relancer la production du B2. L'estimation est de 50 à 80 milliards de dollars en coût de relance et par unité et un calendrier de production de 7 à 10 ans avant que le premier nouvel appareil sorte de l'usine, 7 à 10 ans pour remplacer ce qui a été détruit en 13 minutes ce matin. Le communiqué ne dit pas cela. Il n'a pas besoin de le faire. La date de fermeture de la chaîne de production est une question de registre public. Le calendrier de relance est une question d'estimation de contractants accessible publiquement. L'arithmétique n'exige aucune information classifiée. 6 appareils détruits ce matin à un coût de production irrécupérable et avec un délai de remplacement mesuré dans la meilleure partie d'une décennie réduisent la flotte de B2 de 18 à 12. Cette réduction de flotte est permanente à toute échelle de temps pertinente sur le plan opérationnel. Il n'existe aucune autorité d'approvisionnement d'urgence qui mette de nouveaux B2 dans les airs pendant la durée de ce conflit, ou du suivant, ou de celui d'après. Le communiqué dit que l'évaluation des dommages est en cours. L'évaluation stratégique des dommages n'exige pas d'analyse en cours. Elle est déjà complète. Il reste 12 appareils. 6 n'existent plus. Ce ratio ne s'améliorera dans aucun délai qui compte pour un cycle de planification opérationnelle actuel. La question que chaque analyste et chaque spectateur pose ce matin est la même. Pourquoi 6 bombardiers B2 Spirit représentant 30% d'une flotte qui ne peut pas être remplacée, était-il concentré sur une seule base? Pourquoi n'était-il pas dispersé vers plusieurs emplacements, rendant toute frappe unique moins catastrophique? La réponse est la même que celle qui explique tout au sujet de la vulnérabilité du B2 au sol. L'infrastructure d'entretien. Un B2 ne peut pas être entretenu n'importe où. Les hangars climatisés nécessaires à l'inspection et à la réparation de surface doivent maintenir une température entre 60 et 85 degrés Fahrenheit et une humidité relative sous 50% en continu pendant les phases de durcissement du processus de réparation du revêtement à faible observabilité, les outils spécialisés nécessaires à l'inspection de surface, les réflectomètres radar portatifs, l'équipement de mélange des composés de revêtement, les lampes de durcissement UV, l'équipement d'application de précision ne sont pas de l'équipement standard dans toutes les bases aériennes du monde. Les spécialistes formés qui effectuent le cycle d'inspection et de réparation constituent une main-d'œuvre limitée, concentrée dans les bases où les B2 opèrent régulièrement. On ne peut pas disperser des deux vers des emplacements avancés, improvisés, comme on peut disperser des F6 ou des FDX8. L'appareil suit son infrastructure de maintenance et l'infrastructure de maintenance existe dans un petit nombre d'emplacements construits à cette fin. Diego Garcia a été conçu pour les opérations de B2 avec l'ensemble complet de hangars climatisés, d'outillage spécialisé, de main-d'œuvre de maintenance formée et de chaînes d'approvisionnement pour les composés de revêtement qui ne peuvent pas être facilement transportés ou improvisés. C'est l'un de moins de 5 endroits dans le monde capables de soutenir des opérations de B2 à plein rythme d'entretien. Les 6 appareils à Diego Garcia étaient là parce que c'est là que les B2 peuvent être maintenus en état opérationnel.
Les disperser vers un endroit sans l'infrastructure de maintenance signifie les disperser vers un endroit où la furtivité de l'appareil se dégrade à chaque mission et ne peut pas être restaurée selon les spécifications. Un B-2 sans sa furtivité est un très gros avion, lent, très coûteux et très visible. L'exigence de maintenance est la tâche. Elle a gardé les 6 appareils à une seule adresse. L'Iran connaissait l'adresse. La furtivité du B-2 est la source de sa valeur stratégique. L'exigence de maintenance qui soutient sa furtivité est la source de sa vulnérabilité stratégique. Elles ne sont pas séparables. On ne peut pas avoir l'une sans l'autre. L'appareil qui est presque impossible à tuer dans les airs, est presque impossible à protéger au sol parce que les mêmes caractéristiques qui le rendent survivable en vol exigent une infrastructure de soutien au sol qui le concentre, fixe son emplacement et publie cet emplacement à quiconque possède un abonnement à l'imagerie satellitaire commerciale et un missile balistique de 4000 km. Dans les semaines qui ont défini ce conflit, nous avons vu une séquence d'opérations qui ont chacune visé non pas un actif militaire américain, mais une présomption militaire américaine. La présomption que les bases avancées pouvaient absorber une salve de 847 missiles sans dégradation critique. La présomption que le système Aegis pouvait gérer une salve combinée de drones et de missiles anti-navires sans épuisement des intercepteurs. La présomption que le détroit d'Ormuz exigeait une force militaire soutenue pour être fermé, la présomption que la liberté de mouvement des porte-avions était garantie par la suprématie de surface, la présomption qu'un B-2 en vol était hors de portée de tout système de défense aérienne iranien, la présomption que des avions russes de 5e génération ne pouvaient pas maintenir une piste de qualité ciblage sur le bombardier le plus avancé au monde. Et maintenant ceci. La présomption que la distance entre Diego Garcia et l'Iran la plaçait hors de portée des missiles balistiques iraniens. Cette présomption, cette opération, 7. Chacune choisie non pas pour les dommages militaires immédiats qu'elle causait, mais pour la présomption qu'elle retirait définitivement. Parce que une présomption militaire, une fois retirée, ne revient pas. On ne peut pas désapprendre que Aegis a un seuil d'épuisement des intercepteurs. On ne peut pas désapprendre que l'architecture radar coopérative du Su-57 peut suivre un B-2 pendant 31 minutes. On ne peut pas désapprendre que le Fatah 2 atteint Diego Garcia. La connaissance existe. Elle éclaire chaque cycle de planification à venir. Elle contraint chaque décision opérationnelle future. Elle comprime les marges dans lesquelles les planificateurs militaires américains peuvent agir avec confiance. C'est la théorie stratégique qui sous-tend toute la campagne. Non pas vaincre l'armée américaine dans un domaine quelconque, mais retirer les présomptions qui lui permettent d'opérer avec la confiance et la liberté d'action que sa supériorité technique procure normalement. Une armée américaine qui doit planifier autour de la possibilité que ses bases avancées puissent être frappées n'importe où, que ses porte-avions puissent être embouteillés par des sous-marins, que ses bombardiers furtifs puissent être trouvés et que ses installations au sol soient ciblées. Cette armée possède encore une capacité énorme, mais elle utilise cette capacité plus prudemment, plus coûteusement, plus lentement, avec davantage de redondance et de gestion des risques qu'une armée opérant selon la présomption que ces menaces n'existent pas. La friction du doute est l'objectif, pas la victoire. La friction. L'Iran n'essaie pas de gagner cette guerre au sens militaire. Il tente de rendre le fait de la gagner assez coûteux, assez lent, assez incertain et assez politiquement coûteux pour que le système politique américain décide que gagner n'en vaut pas le coup. 6 B-2 détruit à Diego Garcia, c'est une perte d'équipement de 1,8 milliard de dollars. C'est aussi une démonstration que la seule arme capable de détruire l'infrastructure stratégique la plus protégée de l'Iran peut être détruite avant son lancement par un missile qui, jusqu'à ce matin, n'était pas censé exister à cette portée. Cette démonstration ne détruit pas l'armée américaine. Elle change la question à laquelle le système politique américain doit répondre au sujet de ce conflit. Et changer cette question est tout l'objectif. À Diego Garcia ce matin, les incendies brûlent encore. Le carburant aviation de 4 B-2 Spirit entièrement rempli de carburant ne s'éteint pas rapidement. Les équipes de maintenance qui passent leur carrière à garder ces appareils dans l'état requis, pour être invisibles à chaque système radar sur Terre, regardent à distance sécuritaire l'infrastructure de leur travail brûlée. Les hangars climatisés, les baies
de réparation du revêtement. Les salles d'outillage où les instruments d'inspection de surface sont entreposés, les caches de composés absorbant les ondes radar qui exigent des conditions d'entreposage précises et ne peuvent pas être improvisées. Tout cela, ou presque tout cela, disparu. Les équipages des 6B2 détruits sont vivants. Ils n'étaient pas à bord des appareils. Ils étaient dans les quartiers de passage, dans la cafétéria de la base, dans le bâtiment des opérations, à revoir des plans de vol pour des missions qui ne seront pas effectuées aujourd'hui et ne seront pas effectuées demain. Ils se sont entraînés pendant des années à piloter l'avion le plus sophistiqué jamais construit. L'avion sur lequel ils se sont entraînés n'existe plus. Ce n'est pas une déclaration sur leurs compétences ou leur courage, c'est une déclaration sur ce qu'une ogive pénétrante de 580 kg fait à un abri d'aéronef qui n'a pas été conçu pour l'arrêter. 12 bombardiers B-2 Spirit restent dans l'inventaire de l'United States Air Force. 20 ont été construits. 2 ont été perdus dans des accidents. 6 ont été détruits ce matin. 12 restent à la base aérienne de Whiteman, au Missouri, à un rythme opérationnel qui sera maintenant réévalué face à un environnement de menace qui inclut un missile balistique avec une portée démontrée de 4000 km et un profil de manœuvre terminale que les batteries THAAD Diego Garcia n'ont pas pu résoudre. La faiblesse à l'intérieur de chaque bombardier furtif n'est pas dans l'appareil. Elle est dans l'adresse où l'appareil doit dormir. L'Iran a trouvé l'adresse. L'adresse n'a pas changé et 12 appareils ont encore besoin d'un endroit où dormir. Restez avec cette histoire. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective Politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.